Bonjour à toutes et à tous. Je propose de commencer à l'heure puisque la salle est déjà plus ou moins pleine. Alors, on me demande des références et les slides, etc. Alors, les slides seront... J'enverrai la version définitive parce que parfois, quand je fais l'exposé, je remarque des fautes de frappe et alors je les corrige. J'enverrai la version définitive demain à Mme Poncin qui le mettra sur le site. Et dans chacun des exposés, en tout cas dans le deuxième, il y a toute une liste de références à la fin et plusieurs citations. J'ai mis les références détaillées que vous verrez aujourd'hui. Alors, donc, je vais commencer par rappeler ce que j'ai dit hier à la fin de l'exposé, et puis introduire un modèle concret dans lequel on peut voir exactement les idées de Boltzmann être appliquées. Et on voit vraiment mathématiquement, sans la moindre... on voit exactement ce qu'il fait. Et puis, grâce à cela, je vais répondre aux objections. Et puis, je vais discuter la non-réception des idées de Boltzmann chez un certain nombre d'auteurs et leur réception chez d'autres. Et finalement, je vais poser la question qui remonte, si vous voulez, à l'origine de l'univers et qui est la question réellement embêtante. Donc, on a pas mal de boulot aujourd'hui. Et donc, je vous rappelle donc l'image où vous avez ce grand espace de phase qui est R6, un sous-ensemble de R6n qui représente chaque point, si vous voulez, dans cet espace, représente les coordonnées de toutes les positions et vitesses, on va dire, des molécules de ce gaz. Et donc, ici, vous avez les distributions correspondant à l'équilibre, c'est-à-dire la situation plus ou moins de cette pièce. Et là, vous avez différentes conditions de non-équilibre, dessinées d'une façon qui n'est pas du tout à l'échelle, parce que, normalement, ces conditions de non-équilibre, même toutes mises ensemble, sont minuscules par rapport à l'équilibre thermique. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Et l'idée de l'approche à l'équilibre, c'est, si vous partez d'une condition de non-équilibre, par exemple, le gaz dans cette pièce confiné dans une partie de la pièce, eh bien, il va plus ou moins se répandre et passer dans des états de plus en plus grands, où grand veut dire correspondant à des descriptions macroscopiques données, mais distributions macroscopiques qui correspondent à un nombre de plus en plus grand d'états microscopiques, jusqu'à se trouver dans la situation qui correspond au nombre le plus grand d'états microscopiques, qui est l'équilibre. D'accord ? Alors, les objections, il y en avait de deux types. Il y avait celle de Loschmidt, et on va les aborder toutes les deux. Si les lois dynamiques sont réversibles, les lois de Newton sont réversibles, elles le sont, alors on ne peut pas en déduire logiquement des lois irréversibles, et dans un certain sens, il a raison. C'est pour ça que la déduction fait appel aux probabilités, mais a priori, la notion de probabilité est indépendante du temps, donc a priori, vous dites ça ne va rien résoudre de notre problème. Et puis vous avez l'objection du mathématicien ou du logicien Zermelo, qui est fondée sur le théorème de récurrence de Poincaré, qui dit que si vous prenez n'importe quel point, mettons ici, il va se balader, il va se balader, il va se balader, il va se balader, et il va retourner dans cette région-là infiniment souvent. Tout point dans l'espace de phase, ou pratiquement tout point, dans le grand espace, va repasser infiniment souvent, arbitrairement près de sa condition initiale. Donc, si vous voulez, aussi paradoxal que ça paraisse, si vous laissez cette pièce isolée et que vous partez avec tout le gaz dans un coin de la pièce, bien, tout le gaz va retourner à un moment donné dans un coin de la pièce. C'est simplement un théorème mathématique, mais évidemment, Poincaré ne nous a pas dit combien de temps ça prendrait, mais théoriquement, mathématiquement, ça arrive. Et mathématiquement, si vous voulez déduire une approche à l'équilibre, alors forcément, mathématiquement, vous aurez un problème, parce que si votre approche est vraie pour des temps arbitrairement longs, alors elle sera fausse pour des temps suffisamment longs. Alors, je vais prendre l'exemple concret, qui est le modèle de l'anneau de Katz. Donc, Mark Katz était un probabiliste, et il a inventé ce petit système que je trouve très utile, parce que c'est un système qu'on peut analyser en détail, qui a toutes les propriétés qui font que l'on considère que les systèmes dynamiques habituels ne peuvent pas tendre vers l'équilibre, et où on peut étudier les choses mathématiquement et montrer qu'il y a approche à l'équilibre. Alors, l'anneau, bon, c'est un anneau, il y a n points, et en chaque point, il y a une particule. Donc, il n'y a pas de question de densité, tous les sites sont occupés. Mais, il y a une particule à chaque point, mais cette particule est caractérisée par un signe, donc il vaut plus 1 ou moins 1. Donc, la configuration en ce qui concerne les particules, si vous voulez, c'est simplement la donnée d'un certain nombre de signes plus ou moins. Et alors, vous avez en plus des croix entre deux particules qui sont, qu'on va appeler des diffuseurs pour des raisons qu'on va voir dans la slide suivante, qui valent plus 1 ou moins 1 de nouveau. D'accord ? Donc, par exemple, ici, alors, il y a une convention qui veut que je mets le epsilon, donc ceux-là, je les appelle eta, et ceux-là, epsilon. Mais j'appelle epsilon i-1
s'il y a une croix devant le I-1. Donc, il y a un sens de rotation, on y arrivera dans un moment. Et donc, si devant le I-1, le site I-1, vous avez une croix, je dis que j'appelle epsilon I-1. Par contre, ici, il n'y en a pas. J'appelle epsilon I égale plus 1 quand il n'y a pas de croix. Alors, la dynamique est très simple. Les particules tournent. À chaque instant du temps, elles tournent d'une étape. Et elles changent de signe quand la particule traverse une croix. Donc, par exemple, celle-ci va changer de signe quand elle passe là. Celle-ci ne va pas changer de signe quand elle passe là. Elle ne va pas changer de signe ici. Elle va de nouveau changer de signe là. Alors, l'idée physique, avec des millions de guillemets, c'est que vous considérez que c'est une vitesse discrète. D'accord? C'est un signe. Le signe, c'est comme si vous avez une vitesse. Les diffuseurs changent la vitesse. Vous cognez un diffuseur comme sur un billard, etc. Vous changez la vitesse. Mais la vitesse est discrète. C'est un premier truc artificiel. Et ce qui est encore plus artificiel, c'est qu'elle n'affecte pas le mouvement puisque les particules continuent à tourner. Mais ce qui vous intéresse, c'est l'approche à l'équilibre dans l'espace des vitesses. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partiez d'un système, par exemple, ça, ce sera un système avec une distribution très inhomogène des températures, vous avez un corps chaud et un corps froid que vous mettez ensemble, vous allez tendre à l'équilibre, c'est-à-dire, dans un cas, vous avez des vitesses très élevées pour les particules, d'autres très basses, et ça va, à travers les collisions, ça va s'homogénéiser. Ça, c'était l'idée de Maxwell et aussi de Boltzmann. Et donc, la question, si vous voulez, c'est l'approche à l'équilibre. Alors, l'exemple de la dynamique avec mes conventions, c'est que état I autant T plus 1 va être moins, donc état c'était le signe associé à la particule, va être moins état I-1 autant T. C'est-à-dire la valeur ici, on va tourner et ça va changer de signe parce qu'il y a une croix. Par contre, état I plus 1 autant T plus 2 va être égal à état I autant T plus 1, c'est-à-dire qu'ici ça ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de croix. Donc les équations de Newton, je vais les recopier dans un moment, c'est très simple, c'est état I de T, c'est état I-1 de T-1 fois epsilon I-1. Donc vous regardez en un point ici, au temps T, vous regardez le signe qu'il y a là, et vous multipliez par moins 1 ou plus 1, suivant qu'il y a une croix ou pas entre les deux. D'accord? Donc ça, c'est l'équation de Newton, et c'est l'équation dynamique. D'accord? Alors cette équation-là est très simple, et c'est parce qu'elle est très simple qu'on peut tout résoudre. Mais on peut tout résoudre, on peut tout calculer. Alors, le système, et c'est ça, là j'insiste sur les qualités du système, sont justement tous les défauts qui font qu'on nous explique qu'on ne peut pas déduire des lois irréversibles à partir de lois réversibles. Alors le système, d'abord, est déterministe. Alors souvent, enfin pas souvent, mais il arrive qu'on vous dise, oui, mais vous comprenez l'approche à l'équilibre, c'est parce que les systèmes ne sont pas isolés, il y a des perturbations extérieures, il y a des forces aléatoires, etc. Non, parfaitement déterministe, ça va tendre vers l'équilibre dans un sens approprié. Le système est isolé, il n'y a pas de perturbation, on ne dit pas que voilà. Parce que parfois on dit, oui, vous comprenez, les systèmes ne sont pas vraiment isolés, il y a les rayons cosmiques, patati patata. Non, ça n'a rien à voir. Il est réversible, parce que, bon, si à un moment donné, au temps T, vous dites clic, maintenant vous tournez dans l'autre sens, eh bien, vous allez repasser par toutes les croix que vous avez passées, et vous allez revenir à votre signe de départ, quelles que soient les conditions initiales, après un temps T. Et ça, c'est exact. Ce n'est pas une question d'approximation. Il n'y a pas de truc, on dit oui, mais on ne peut pas renverser les vitesses exactement. Ici, si on peut, sur ordinateur, on peut, etc. Et c'est exact. Et en plus, chaque configuration est périodique de période 2n, même n si n est pair. Parce que quand vous tournez 2n fois, vous passez 2 fois par chaque diffuseur. Chaque particule passe 2 fois par chaque diffuseur. Et chaque diffuseur lui fait changer de signe une fois et puis une deuxième fois. Et quand vous avez changé 2 fois de signe, vous êtes revenu au signe de départ. D'accord ? Et ce nombre est beaucoup plus petit. 2 exposant n, c'est le nombre possible d'états, le nombre de plus et de moins, puisque vous avez un plus et un moins à chaque site. Mais comme il est périodique de période 2n, d'abord le temps de récurrence n'est pas très grand, enfin il n'est pas astronomiquement grand, et c'est beaucoup plus fort que les récurrences de Poincaré, puisque c'est exactement périodique. Poincaré ne dit pas que les solutions sont périodiques, il dit qu'on revient arbitrairement près du point de départ. D'accord ? Donc, ce système a tous les défauts, d'accord ? Enfin, ou toutes les qualités, si vous voulez, mais il a toutes les objections que vous pouvez faire. Si on arrive à démontrer l'irréversibilité et comprendre l'irréversibilité dans ce cas-là, alors je pense que le boulot est fait, parce que la seule chose qu'il faudrait faire, entre guillemets, la seule chose, avec des millions de guillemets de nouveau, c'est de faire la même chose pour les équations du mouvement de Newton, pour un gaz, etc., ce qui est clairement impossible. Mais au moins, conceptuellement, on peut comprendre ce qui se passe. Alors, comme je l'ai dit hier, pour parler d'équilibre, il faut introduire les variables macroscopiques, et on va introduire les mêmes variables macroscopiques que l'on avait introduites pour les jetés, les piles et faces. C'est-à-dire on va considérer le nombre de plus et le nombre de moins. Bien sûr,
Si je fixe le nombre de plus, le nombre de moins est fixé. Ça, c'est des variables macroscopiques. Et l'équilibre, c'est quand elles sont égales à n sur 2. Chacune d'entre elles est égale ou à peu près égale à n sur 2. Alors, par la loi des grands nombres, l'immense majorité des configurations de signes sont approximativement moitié plus, moitié moins. C'est exactement comme pour les pièces de monnaie. L'immense majorité des suites de jetés de pièces de monnaie ont approximativement moitié pile, moitié face. Donc, si vous voulez, l'équilibre est naturel. Mais vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on va tendre vers l'équilibre si on part d'une situation de non-équilibre? Pour toutes les configurations de croix données, donc vous donnez l'équilibre est naturel, vous n'avez pas, si vous rentrez dans une pièce, vous voyez un anneau de 4, il est avec un moitié plus, moitié moins, vous dites, voilà, c'est normal, il a pu être comme ça depuis la nuit des temps, ça n'a rien de particulier, il ne doit pas être expliqué, si vous voulez. Je reviens avec ma notion d'explication, mais bon, ça on peut en discuter. Mais vous pouvez vous poser la question, évidemment, est-ce que toutes les distributions de croix vont vous mener à l'équilibre? Alors ici, j'ai pris un exemple simple avec 8 points et 4 croix, et il est facile de vérifier que toutes les configurations sont périodiques de période 4. C'est-à-dire, ici, vous ne changez pas, là, vous changez, vous ne changez pas, et donc, ici, vous changez de nouveau, et donc, vous êtes une configuration périodique de période 4 pour toute configuration de plus et de moins. Donc, ces configurations ne font que tourner, et vous n'avez évidemment pas d'approche à l'équilibre. Donc, c'est déjà faux de penser que vous pouvez avoir approche à l'équilibre pour toutes les conditions initiales, où condition initiale veut dire une certaine configuration de plus et de moins, et une certaine donnée de l'ensemble des croix. Donc la convergence à l'équilibre ne peut pas être valide pour toutes les conditions initiales, ici pour toutes les configurations de croix. Ça, c'est ce à quoi on s'attend par ce qu'on a dit déjà avec Boltzmann, il y a la réversibilité, etc. Bien. Alors, maintenant, je vais venir au fameux raisonnement de Boltzmann, où il a introduit Sahaj-Todza-Lanza, son hypothèse du chaos moléculaire. Et ce qui est joli ici, je trouve, c'est que quand vous lisez ça dans les cours, franchement, je ne trouve pas ça très facile à comprendre, mais ici, c'est très facile. J'espère que c'est très facile à comprendre. Vous me direz ça plus tard. Bon. Alors, on commence par écrire des équations exactes qui suivent des équations du mouvement. Donc, vous voulez savoir comment évoluent les variables macroscopiques, le nombre de plus et le nombre de moins. Le nombre total de plus et le nombre de moins. Alors, le nombre total de plus au temps t plus 1, c'est le nombre total de plus au temps t, moins le nombre de plus qui se trouve devant une croix. Bon, j'ai gardé les équations, donc S c'est probablement 4 heures, mais bon, moins le nombre de plus qui se trouve devant une croix, puisque tous les plus qui sont devant une croix vont devenir moins. Donc, ils vont changer au coup suivant. Plus le nombre de moins qui se trouvent devant une croix, parce qu'eux, ils étaient moins, ils vont devenir plus. Ça, c'est exact. Et évidemment, c'est la même chose pour le nombre de moins. Vous avez le nombre de moins, alors ici, ceux qui se trouvent devant une croix et qui sont moins, plus ceux qui sont devant une croix avec un S. D'accord? Ça va? Ça, c'est des équations exactes. Alors, j'ai recopié les Bon, N- est défini de façon similaire. Le problème, c'est que vous n'avez pas de formule pour ces bidules-là. C'est clair que ça dépend des configurations des croix. D'accord? Et le coup de génie de Boltzmann, c'est de faire l'hypothèse du chaos moléculaire qui, dans ce cadre-ci, consiste à supposer que N plus et N- sont donnés par cette formule-là. N plus est donné par la fraction totale du nombre total de croix fois le nombre de plus. C'est-à-dire, vous dites, quelle est la probabilité, si vous voulez, maintenant vous faites de l'agitage de main, vous dites, quelle est la probabilité que je sois un plus qui se trouve devant une croix? Eh bien, quel est le nombre total de gens qui sont dans cette situation? Ben, c'est le nombre total de plus fois la densité des croix. D'accord? Mais ce n'est pas juste. Ça dépend des configurations de croix. Ce n'est pas vrai pour toutes les configurations de croix. Ce n'est pas vrai, par exemple, pour celle qui était de période 4. Mais on fait cette hypothèse... dangereux ce truc. Hein? OK? Donc on suppose, c'est ça, on suppose que ça, évidemment, la même chose pour les moins. Pourquoi est-ce qu'on suppose cela? Ben parce que, alors, évidemment, alors, je vais d'abord réexpliquer ça. Donc c'est ce qu'on appelle le chaos moléculaire. Ça n'a rien à voir avec la théorie du chaos, pas directement en tout cas, tel qu'on en parle dans la théorie des systèmes dynamiques, mais ça veut dire que les signes ne sont pas corrélés avec les croix. Alors que manifestement, ils peuvent l'être. Mais vous dites les croix et les signes sont indépendants, vous jetez les croix au hasard, les signes au hasard, et alors évidemment, vous pensez que cette équation-là est vraie. Alors c'est très intéressant cette hypothèse, parce que l'hypothèse analogue d'un système dynamique est faite, et le statut de cette hypothèse,
vous êtes embêté parce que ça paraît très naturel. D'un autre côté, ça ne peut pas être juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai en moyenne? Est-ce que c'est vrai en probabilité? Est-ce que c'est... Vous comprenez? Et on va voir exactement quel est le statut de cette hypothèse dans ce modèle. C'est ça ce que j'aime bien dans ce modèle, parce qu'on peut comprendre le statut de cette hypothèse. Mais enfin, ce qui est évident, c'est que si vous faites cette hypothèse, alors vos calculs sont terminés. Parce que ce que vous voulez, c'est des équations fermées, comme on dit, qui renvoient n plus autant t plus 1 ou n moins à n plus autant t. Mais si vous faites l'hypothèse du chaos moléculaire, vous voyez que ces bidules-là, dont vous ne saviez pas ce qu'ils sont, maintenant vous avez exprimé ça en termes de constante du système, m sur n est donné au départ, ça fait partie des règles du jeu, et du nombre total de plus autant t. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement substituer là et là ces quantités-là, là et là ces quantités-là. Alors maintenant, si je fais la différence de ces trucs-là et que je divise par n, ce qui est pratique parce que je vais regarder la fraction, si vous voulez, de différence entre les plus et les moins, j'obtiens un terme qui est la différence de ces termes-là. Et puis, j'ai par exemple moins n+, qui sont tous les deux remplacés par ça. Donc j'ai moins 2 m sur n, n plus de t. Et là, j'ai plus n moins, moins n moins, qui me donne plus 2n-. Le 2n-, je le remplace par ça, et donc j'ai cette quantité-là. D'accord? Donc j'ai cette relation-là, mais cette relation-là, elle est magnifique, parce qu'elle n'a fait intervenir que la différence n plus moins n-, c'est-à-dire la quantité que j'ai autant t plus 1. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez moins, entre parenthèses, n plus moins n-, puisqu'il y a un plus là. D'accord? Donc ici, j'ai recopié l'équation que je viens d'écrire dans la dernière ligne, et maintenant, je mets en évidence, si vous voulez, le facteur 1 moins 2m sur n, ici, et je retrouve, bon, si vous avez un problème pour suivre ça, vous pouvez voir les transparentes après, mais ça, c'est l'équation que j'obtiens, qui me donne la différence entre n plus autant t plus 1 et n moins autant t plus 1, en termes de la différence entre n plus autant t et n moins autant t, fois un facteur ici, 1 moins 2m sur n. Alors, ce genre de choses, on résout par itération. C'est-à-dire que si on a ça autant t, on peut remplacer ce qui était t plus 1, on peut appeler ce qui était t plus 1 là, on peut appeler t, et le temps antérieur, c'est t moins 1. Et donc, on a la même relation que celle-ci, avec un facteur 1 moins 2m sur n en plus. Donc, on a 1 moins 2m au carré. Et si on itère ça, alors on arrive, maintenant je me place au temps t, on arrive à 1 sur n, 1 moins 2m exposant n au temps t, fois n plus de 0. Et je vais partir, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, je vais partir de tous les plus. Donc je pars d'une situation totalement hors équilibre où il n'y a que des plus. Et donc le nombre de moins est 0. C'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué, sinon ce serait n plus moins n moins. Et donc je vais partir de n ici, et j'obtiens alors finalement cette équation-là. Et donc je tire un lapin de mon chapeau, c'est-à-dire je pars de tous les plus. Je ne fais pas d'hypothèse particulière sur les croix, sauf qu'elles sont aléatoires, c'est-à-dire que l'hypothèse du chaos moléculaire est vraie. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, d'accord? C'est assez... Et donc, on arrive à cette équation magnifique qui vous donne ceci. Alors, bon, ça, c'est un peu technique. Je vais supposer que le nombre de croix total est plus petit que la moitié du nombre total de sites. Bon, ça, si c'était l'inverse, je devrais faire une symétrie. Bon, peu importe, admettons cela. À partir du moment où ça, c'est positif, ceci, c'est positif, mais plus petit que 1, puisqu'on retire quelque chose. Si je prends un nombre plus petit que 1, que j'élève à puissance t, je fais tendre t vers l'infini, ça tend vers 0. Et par conséquent, la différence entre les plus et les moins, partant de tous les plus, mais évidemment, comme il y a des croix, beaucoup de ces plus vont devenir des moins, puis vont redevenir des plus, etc. Cette différence tend vers 0, par conséquent, ceci tend vers 0, et donc on tend vers l'équilibre. Donc, partant tous les plus, si on fait l'hypothèse du chaos moléculaire, on déduit mathématiquement, à part cette hypothèse, tout est rigoureux, c'est complètement élémentaire, vous avez l'approche à l'équilibre. D'accord? Alors, je vais mentionner une première fois, mais j'y reviendrai, l'entropie de Boltzmann, ce qu'on appelle SB, S étant l'entropie, on l'avait vu la fois passée. C'est défini comme le logarithme du nombre de façons de choisir une configuration de plus et de moins avec des nombres totaux donnés. Donc, vous donnez les variables macroscopiques n+, et par conséquent n-, parce que la somme des deux vaut n, vous donnez n+, et vous dites quel est le nombre de configurations microscopiques correspondant aux valeurs données des variables macroscopiques. Ça, c'est la définition de l'entropie. C'est quelque chose qui est très profond, mais qui est très bizarre. Parce que, en quoi est-ce que mes propriétés à moi dépendent du nombre de gens qui sont dans le même groupe que moi? Je veux dire,
d'une certaine façon, si moi je suis une configuration, d'accord, mon entropie est liée au nombre de gens qui ont les mêmes valeurs des variables macroscopiques que moi. Mais moi, je suis ce que je suis, je m'en fiche de savoir ce que les autres font. Je veux dire. Et donc, d'une certaine façon, il y a quelque chose de très bizarre, mais ça, c'est l'entropie. Et cette entropie-là, alors pourquoi elle est connue? C'est parce que Boltzmann a montré, dans certains cas, qu'elle coïncidait avec l'entropie thermodynamique, qui est définie, comme je l'ai dit, de façon indirecte, assez compliquée, etc. Mais on peut la définir, je ne l'ai pas fait. Mais si on étudiait sa définition, celle de Clausius, celle qui est définie purement en thermodynamique, sans faire référence au microscopique, alors on peut montrer que l'entropie de Boltzmann coïncide à l'équilibre avec celle de Clausius. Et en plus, elle est définie en dehors de l'équilibre. Elle change au cours du temps. Il a tendance à croître au cours du temps. Donc vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Vous avez l'augmentation de l'entropie au cours du temps. Et ça, c'est la formule maintenant. Ça, pour les gens qui sont familiers, c'est simplement la formule combinatoire. Si vous demandez quel est le nombre de suites de plus et de moins tel que vous avez n plus et n moins donné, c'est le facteur factoriel n sur n moins, factoriel n moins fois factoriel n plus, qui est maximum pour à l'équilibre. Donc l'entropie, si par exemple vous partez de n plus égale à n, alors ce facteur-là vaut 1, le logarithme vaut 0, et l'entropie va augmenter, être maximale à l'équilibre. Bien. Alors maintenant, je veux regarder la théorie microscopique. Parce que maintenant, je veux revenir aux vraies équations du mouvement, de ce système hyper simple, et résoudre les équations du mouvement, et étudier ce qui se passe réellement avec des quantités macroscopiques. D'accord? Alors, les équations du mouvement, je vous rappelle ce que c'est simplement que eta i au temps t, c'est eta i moins 1 au temps t moins 1 fois epsilon i, où epsilon i vaut moins 1 s'il y a une croix comme dans le dessin, ou plus 1 s'il n'y a pas de croix. Alors, la façon de résoudre ces équations, c'est de nouveau par itération. Vous dites simplement, alors, le bidule là, le eta i moins 1 au temps t moins 1, il va être eta i moins 2 au temps t moins 2 fois epsilon i moins 2, c'est-à-dire s'il y a une croix ici ou pas, vous avez ce facteur-là, et donc vous résolvez l'équation itérativement, et puis vous continuez, etc. Alors, la solution explicite, je vais la recopier ici, donc eta i au temps t, c'est eta i deux étapes avant, multiplié par les epsilon qu'il rencontre sur son chemin. Donc si vous prenez le cercle, vous remontez vous prenez le cercle, vous prenez un point ici, vous remontez là, vous remontez là, vous remontez là, et vous regardez chaque fois s'il y a des croix ou pas. D'accord? Et vous multipliez, donc ce que vous faites, c'est que vous multipliez par toutes les croix que vous avez pu rencontrer au cours de votre itinéraire. D'accord? Et donc si vous êtes au temps... qu'est-ce que j'ai fait là? Donc si vous êtes au temps t, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir eta i, eta à l'endroit i moins t, c'est-à-dire vous remontez t, vous retournez en arrière t fois, et vous multipliez par tous les epsilon que vous avez rencontrés dans votre trajectoire. Chaque epsilon vous fait changer de signe ou pas, suivant qu'il est plus 1 ou moins 1. D'accord? Et alors c'est modulo n parce que si le temps est trop grand, alors évidemment vous allez faire des tours entiers, et donc vous devez compter, mais on va considérer que le temps est beaucoup plus petit que n, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, mais de toute façon, vous avez ici, et c'est ça ce qui est joli, ça, c'est les données du problème, vous avez une certaine distribution de croix, d'accord? Ça, c'est les conditions initiales du système, donc par exemple tout des plus, et ça, c'est le résultat au temps t, d'accord? Et ça, c'est la solution explicite des équations du mouvement. C'est la solution des équations de Newton, qui est évidemment impossible à obtenir pour des vraies équations de Newton, pour des systèmes physiques. Mais ici, vous avez vraiment, sous forme fermée, comme on dit en physique, sous forme explicite, la solution des équations du mouvement. D'accord? Je sais que c'est idiot, mais enfin, au moins, on peut voir ce que c'est. Mais, comme je vous l'ai dit hier, les variables macroscopiques, qui sont celles qui doivent tendre vers l'équilibre, sont des fonctions des variables microscopiques. Et donc ici, j'ai recopié ma solution des équations du mouvement. Et maintenant, je vais exprimer les variables macroscopiques en termes de ces variables microscopiques. Mais rien n'est plus simple, parce que ce qui m'intéresse, c'est la différence entre n plus et n moins, et ça, c'est clairement la somme des eta i. D'accord? C'est la somme des eta i, puisque chaque eta i compte plus 1 ou moins 1, donc si je veux calculer la somme des plus, si je fais la somme des eta i, j'ai la somme des plus moins la somme des moins, puisque eta i vaut plus 1 ou moins 1. D'accord? Et donc j'ai bien la différence entre la somme des plus et la somme des moins. Rien n'est plus simple que ça. D'accord? Pour les signes plus, c'est eta i pour les signes moins. Alors maintenant, j'injecte là-dedans la solution des équations du mouvement, et j'ai une forme explicite
pour la variable macroscopique en termes des conditions initiales du système, c'est-à-dire des conditions initiales pour les signes et pour les croix. D'accord? Et donc là, j'ai une solution explicite. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'analyser cette solution et de l'analyser statistiquement. Alors, si je prends t égale 2n, je vais avoir un problème de périodicité. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est quand je prends des t beaucoup plus petits que n. Mais je peux prendre, par exemple, t égale 1 million et n le nombre d'Avogadro. Ça, c'est très petit. D'accord? Et ça reste des temps relativement longs. Enfin, ça dépend comment vous comptez. Mais l'idée, évidemment, c'est que les temps de périodicité ou de retour, etc., vont être très, très grands. Donc, vous pouvez... Alors, maintenant, vous prenez cette quantité-là et vous l'analysez avec la loi des grands nombres. Ce sont des variables aléatoires, c'est-à-dire qu'il suffit de... Enfin, si vous voulez, il suffit de calculer maintenant le nombre de configurations de croix. D'accord? Donc, je vais considérer des conditions initiales, je ne l'ai peut-être pas expliqué explicitement, mais tout ça, ça vaut plus. Donc, c'est simplement la somme de ces produits de variables, si vous voulez, de epsilon que je mets au hasard, entre guillemets. Ce qui veut dire, je compte, en fait, dans l'ensemble de toutes les configurations de croix, je compte le nombre de configurations qui vont avoir un certain comportement. D'accord? Ça, c'est la loi des grands nombres. C'est simplement calculé. C'est exactement comme je compte le nombre de piles et de faces, etc., ou le nombre de 6 ou de 3, si je jette des dés très souvent. Alors, ce calcul-là, bien qu'il prend quelques lignes, je ne vais pas vous imposer ces quelques lignes. D'accord? Vous les trouverez dans les références, etc. Mais je ne vais pas vous imposer ces... Le résultat des courses, c'est que cette quantité-là se comporte comme le résultat de l'équation de Boltzmann dans l'immense majorité des cas, mais pas avec probabilité 1, puisqu'il y a des configurations de type périodique. Alors, moi, je fais de très mauvais dessins, mais j'espère que vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, je prends cette quantité-là, qui part de 1, puisque n plus vaut 1, n moins vaut 0, on part de 1. Alors, si je prends l'équation de Boltzmann, qui est une approche exponentielle vers 0, alors c'est plus ou moins cette courbe-là. D'accord, cette courbe-là qui tend exponentiellement vers 0. Alors ici, j'ai dessiné notre ancien ami qui était de période 4. C'est pour ça que je n'étais que jusque 4, c'est pas très malin, mais vous avez la période 4. Donc vous avez là des exemples de configuration de diffuseurs qui vont avoir un comportement anormal, qui va être un comportement périodique. Simplement, je dis ces configurations sont très rares. Et finalement, je montre ce qui se passe avec l'immense majorité des trajectoires ici. On ne s'est pas très bien décidé, mais pendant un certain temps, ça suit la solution de Boltzmann. Et puis alors, bon, comme je l'ai fait de façon un peu artificielle, ça va suivre la solution de Boltzmann pour des temps très très longs. Et ici, ça va remonter vers la position d'équilibre à cause de la périodicité. Toutes les configurations vont toutes être périodiques. Donc, si vous attendez suffisamment longtemps, elles vont toutes être en désaccord avec la prédiction de Boltzmann. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est que sur des temps observables, supposons que n c'est le nombre d'Avogadro et vous n'arrivez pas à un temps du nombre d'Avogadro, sur des temps observables, les deux courbes ici coïncident avec une grande probabilité, avec une grande précision pour l'immense majorité des trajectoires. Donc, l'état microscopique se déplace dans l'immense majorité des cas, des conditions initiales, c'est-à-dire des distributions de croix, puisque les signes sont tous plus, vers des régions de plus en plus grandes de l'espace des phases. Et donc, mon petit dessin ici, si vous voulez, là, je pars de tout plus, donc c'est un truc très petit dans l'espace de phase, en fait, c'est une seule configuration, et puis ça se balade dans les configurations avec un nombre de plus qui augmente par rapport au nombre de moins, et qui finalement arrive à l'équilibre thermique, où vous avez des fluctuations autour de plus et de moins. Okay? Donc le point se déplace au cours du temps vers des régions de plus en plus grandes de l'espace des phases, ça c'est ce que je viens de dire, c'est illustré ici. Alors, la solution des paradoxes. Le premier paradoxe est facile à résoudre. C'est le paradoxe que j'appelle de Zermelo-Poincaré, de Zermelo basé sur le théorème de récurrence de Poincaré. Pour la petite histoire, Poincaré objectait aussi aux solutions de Boltzmann. Dans un article qui m'a été donné par Jean Marouin, d'ailleurs, et qui est assez mauvais, dont je discute ailleurs, mais qui montre un énorme malentendu sur les idées de Boltzmann. Mais lui n'a pas insisté sur son théorème. Mais la réponse est simplement, les temps de récurrence sont astronomiquement longs, bien plus longs que l'âge de l'univers. Dans le modèle de 4, il suffit de prendre des temps pas trop longs, vu que toutes les solutions sont périodiques ici. Mais néanmoins, ça marche du moment où vous restreignez à des temps pas trop longs.
Alors maintenant vient la solution du paradoxe de la réversibilité. Alors là, j'espère que ça... Bon. J'espère que vous arrivez à voir ce qu'il y a sur le tableau, ou il faudrait que je mette la lumière, ou comment ça va? Ça va? Vous arrivez à lire ce qu'il y a sur le tableau, non? Oui. Donc je prends l'espace oméga ici. Quoi? Ça, c'est l'espace de phase, c'est toutes les configurations de signes de croix. D'accord? Ici, vous avez un petit ensemble, qui est l'ensemble oméga 0, c'est toutes les configurations de croix, mais tous les signes égaux à plus. Ça, c'est mes conditions initiales, si vous voulez. D'accord? Alors, il y a un sous-ensemble de cet ensemble-là, qui est pratiquement tout, on va dire pratiquement tout. D'accord? Il y a juste un petit ensemble ici qui manque. C'est oméga 0 B, B pour bon. D'accord? Je n'ai pas voulu être neutre d'un point de vue éthique. Sont les bonnes configurations de croix, c'est-à-dire celles qui mènent à l'équilibre pour des temps pas trop longs. Comme j'ai dit, il y a cette restriction, il faut des temps pas trop longs, mais c'est les configurations où l'évolution va être de ce type-là. D'accord? Ce que la loi des grands nombres nous dit, alors je vais noter par des barres autour d'un ensemble le nombre d'éléments de l'ensemble. Donc ça, c'est une convention, est approximativement égal à oméga 0, ou que l'ensemble oméga 0 moins oméga 0 bon est très petit. Donc ça correspond à l'image ici, où vous avez oméga 0, qui est un tout petit ensemble dans l'ensemble de toutes les configurations, et qui a lui-même un tout petit sous-ensemble, qui sont les mauvaises configurations, celles qui ne vont pas mener à l'équilibre. Par exemple, la fameuse configuration de période 4. D'accord? Donc il en existe toujours. Ces ensembles ne sont pas vides, mais ils sont petits. D'accord? Il compte peu de configurations. Alors maintenant, oméga 0 équilibre. Ça, on va appeler ça, pour simplifier, oméga équilibre. Les configurations, l'ensemble des configurations d'équilibre. Ça veut dire qu'il y a un nombre approximativement égal de plus et de moins, et n'importe quelle distribution de croix. D'accord? Ça, c'est celles qui sont, on va dire, à l'équilibre. Si vous rentrez dans une pièce, vous voyez une configuration égale de plus et de moins, vous dites, voilà, ça, c'est l'équilibre. Alors maintenant, on a de nouveau un jugement moral, on a oméga équilibre bon, ce sont les configurations qui sont à l'équilibre, donc avec un nombre approximativement égal de plus et de moins, et une distribution de croix qui fait que ces nombres de plus et de moins restent approximativement égaux dans le futur et dans le passé, c'est-à-dire si on renverse le sens des vitesses. C'est-à-dire que si vous me prenez les configurations à l'équilibre, vous dites, voilà, vous avez des croix, et puis vous laissez évoluer le système, et il reste un peu comme le gaz dans cette pièce, il ne va pas spontanément se séparer en une région chaude et une région froide, etc. Et donc il va rester, si vous voulez, à l'équilibre. Par définition, par définition de bonne, nous savons que oméga TB, qui est l'évolution tentée des configurations partant de oméga 0b, c'est-à-dire les bonnes configurations, vont se trouver à l'équilibre. C'est-à-dire, ces configurations ici vont donner lieu à un ensemble ici qui est oméga TB. D'accord, elles vont évoluer là-dedans. La taille de ce système est exactement la même qu'ici, évidemment. C'est le même nombre de configurations. Pourquoi? Parce que, donc, ici, excusez-moi, ici c'est oméga 0b. D'accord? Donc, oméga 0, c'était tout. Oméga 0, c'était tout sauf un petit morceau. Et ces configurations-là vont toutes aller vers l'équilibre, par définition même de bon. Rappelez-vous, bon, ce sont celles pour lesquelles les diffuseurs sont tels qu'après un certain temps, vous vous retrouvez dans la situation d'équilibre. D'accord? Donc, ça représente ça. Bon, pour des temps pas trop longs ni trop courts. Trop court, non, parce que sinon, vous ne voyez pas arriver l'équilibre, et pas trop long, parce que... Bon. Alors, maintenant, nous voulons montrer que de même que le volume des bonnes configurations au départ est à peu près égal au départ à celle de toutes les configurations hors d'équilibre, c'est-à-dire avec tous les plus et des diffuseurs où vous voulez montrer que oméga équilibre est à peu près égal à oméga équilibre bon. D'accord? Oméga équilibre bon, rappelez-vous, c'est les configurations d'équilibre qui restent à l'équilibre dans le passé et dans le futur.
Le problème de la réversibilité vient de ceci. Ce qui signifie que oméga TB, ces configurations qui sont parties de bonnes configurations initiales, qui sont à l'équilibre au temps t, ne font pas partie des bonnes configurations à l'équilibre. Pourquoi? Parce que si vous renversez les vitesses, elles vont retourner à leur condition initiale. Or, par définition, j'ai dit que les bonnes configurations à l'équilibre, c'était celles qui restaient à l'équilibre dans le futur et dans le passé. D'accord? Or, ici, si on inverse la direction de rotation des particules, toutes ces particules vont avoir un signe plus après un temps t, parce qu'elles vont toutes retourner, évidemment, à leur condition initiale. Mais oméga TB appartient à oméga équilibre. Donc, je démontre, et c'est ça ce qu'on démontre avec le paradoxe de la réversibilité, c'est oméga équilibre moins oméga équilibre bon, c'est-à-dire les configurations d'équilibre qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire qui ne restent pas à l'équilibre dans le futur et dans le passé, n'est pas vide. L'ensemble n'est pas vide. Mais on peut montrer que cet ensemble est très petit. De nouveau par la loi des grands nombres. Mais l'astuce, si vous voulez, et le truc qui est induit en confusion quand on donne le paradoxe de la réversibilité, c'est que la taille d'oméga t des bonnes configurations ici, comme je l'ai dit, est la même. Le nombre de bonnes configurations est le même que le nombre de bonnes configurations au départ. Le nombre de configurations ne change pas. On appelle ça le théorème de Liouville en mécanique, mais le nombre de configurations ne change pas. Or, ce nombre-là est minuscule par rapport au nombre de configurations d'équilibre bonnes, qui est à peu près le nombre d'équilibre et à peu près le nombre total. Rappelez-vous que les configurations d'équilibre représentent l'immense majorité des configurations. Ces configurations-là ne devraient même pas être visibles. Je les magnifie pour qu'on puisse en discuter, sinon on ne devrait même pas les voir. D'accord? Et on peut montrer de nouveau par la loi des grands nombres, donc par conséquent, il n'y a pas de contradiction avec l'assertion que oméga équilibre moins oméga équilibre bon est très petit. Donc si vous prenez un point, donc le résumé, c'est que si vous faites un point au hasard, donc si vous vous intéressez à l'immense majorité des points, c'est ça ce que ça veut dire, dans l'ensemble, avec tous des plus et des diffuseurs quelconques, il fera avec une grande probabilité partie d'oméga 0 bon, et au temps t fera partie d'oméga équilibre. Si on prend un point au hasard dans oméga, il fera avec grande probabilité partie d'oméga équilibre bon. Donc si vous prenez un point au hasard ici, il ne sera pas dans cet ensemble-là, parce que cet ensemble-là est tout petit. Le fait que les points d'oméga TB, c'est-à-dire les points partant de tous les plus et des diffuseurs qui vous amènent à l'équilibre, ne sont pas dans oméga équilibre bon, puisque quand vous renversez les vitesses, ils retournent à la condition initiale, ne contredit pas ce fait à cause de l'immense différence de taille entre cet ensemble-là, qui est à peu près tout l'ensemble, et cet ensemble-là, qui est tout petit. Et ça, c'est à la fois le paradoxe de la réversibilité et la réponse au paradoxe de la réversibilité. C'est-à-dire, le paradoxe de la réversibilité, si vous voulez, c'est effectivement, montre que cet oméga équilibre moins oméga équilibre bon n'est pas vide. Il y a des configurations à l'équilibre qui sont mauvaises. Celles que vous obtenez à partir d'une configuration de non-équilibre et vous renversez les vitesses, ou vous commencez à tourner dans l'autre sens. Alors maintenant, je vais donner l'entropie de Boltzmann de façon plus générale. Si vous avez des variables macroscopiques à un certain temps, vous appelez oméga t l'ensemble des configurations microscopiques, j'aurais dû mettre microscopique, correspondant à une valeur donnée des variables macroscopiques, et la taille de cet ensemble, avec une constante K que je devrais expliquer, mais je ne vais pas expliquer, c'est l'entropie de Boltzmann au temps t. Et alors, évidemment, on peut montrer qu'elle augmente, parce que ici, ça voudrait dire la taille de ce petit ensemble dont on part, et puis on passe dans un ensemble plus grand, etc., pour arriver à l'équilibre thermique. Et si vous avez approche à l'équilibre, alors, suivant le schéma donné ici, vous avez une augmentation. Et si vous prenez le modèle de Katz, vous pouvez vous convaincre que cette quantité-là, qui est donc ce facteur combinatoire, le logarithme de ce facteur combinatoire, va augmenter. Alors maintenant, je vais passer... bon, ça va pour le temps. Je vais passer aux incompréhensions de Boltzmann. Parce que Boltzmann a été critiqué et, à mon sens, mécompris, et l'est encore aujourd'hui. Alors là, j'ai mis les références, donc vous pourrez trouver les références dans les slides. Alors, par exemple, Prigogine et Stenger s'écrivent « L'irréversibilité est vraie à tous les niveaux ou à aucun. Elle ne peut pas émerger comme si elle venait de rien en passant d'un niveau à l'autre. Passer d'un niveau à l'autre, c'est passer du niveau microscopique au macroscopique. Et ce que j'ai essayé de vous convaincre, c'est que si vous raisonnez correctement d'un point de vue probabiliste, c'est exactement ce qui se passe. Vous passez d'un niveau à l'autre et l'irréversibilité émerge d'une propriété émergente, si vous voulez utiliser un mot à la mode, en passant d'un niveau à l'autre.
vous verrez que, bon, je suis désolé, mais il y a beaucoup de citations de Prigogine parce que je pense qu'effectivement Prigogine est très hostile à Boltzmann et Stengers aussi. Bon. Mais par exemple, vous avez Max Born. L'irréversibilité, donc Max Born est plus ou moins l'inventeur de l'interprétation statistique de la mécanique quantique, enfin c'est un des fondateurs de la mécanique quantique. Il dit l'irréversibilité est donc une conséquence de l'introduction explicite de l'ignorance dans les lois fondamentales. Alors ça c'est un peu embêtant parce que c'est nouveau de ne pas comprendre le statut de l'ignorance et le rapport entre l'ignorance et les probabilités. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis ignorant, par exemple, je peux ne pas savoir quelle va être la distribution de croix, quelles vont être les conditions initiales du système, etc. Mais tout le message que j'essaie de faire passer, et l'analogie avec le darwinisme hier, c'est de dire qu'effectivement, vous êtes ignorant de toutes sortes de choses, mais même votre ignorance vous permet quand même de faire des prédictions sur ce qui se passe au niveau macroscopique, l'approche à l'équilibre, parce que c'est comme ça que l'immense majorité des configurations microscopiques correspondant à votre description macroscopique vont se comporter. D'accord ? Donc l'ignorance n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas l'ignorance qui est importante, pas l'introduction de l'ignorance qui fait... Et ça, c'est une confusion fréquente. Alors, évidemment, je peux faire... Bon, je ferai la remarque après. Alors, Heisenberg, il dit Gibbs. Bon, c'est pas... Bon, on peut toujours discuter si c'est Gibbs, Clausius, Boltzmann, etc. Mais enfin, a été le premier à introduire un concept physique qui ne peut être appliqué à un objet que lorsque connaissance de cet objet est incomplète. Si, par exemple, le mouvement et la position de chaque molécule de gaz étaient connus, il serait inutile de continuer à parler de la température du gaz. Alors, bon, j'ai du mal à évaluer cela parce qu'effectivement, je ne sais pas très bien si comme cette connaissance paraît totalement impossible, je ne sais pas très bien ce que je ferais si j'avais cette connaissance, mais certainement, les corps auraient encore une certaine température, il y aura encore des flux de chaleur, il y aura encore des approches à l'équilibre, et tout ce qui se passe au niveau macroscopique serait vrai, même si moi je connaissais, d'accord ? La connaissance n'a pas... Les gens ont cette idée malsaine de projeter la connaissance sur le monde, je veux dire... bon, évidemment, pour connaître le monde, j'en connais le monde, et donc ça dépend de ma connaissance, mais il y a quand même des phénomènes objectifs, et j'insiste sur le fait que les phénomènes macroscopiques sont tout aussi objectifs que les phénomènes microscopiques. D'accord ? C'est l'explication qui fait appel à l'ignorance en disant l'ignorance n'est pas grave. Vous arrivez quand même à comprendre, même si vous ignorez. D'accord ? C'est ce que je disais d'ailleurs hier avec la citation de Charles Sanders Peirce à propos de Darwin. Même si vous ne savez pas ce qui se passe dans chaque mutation, chaque descendance, etc., statistiquement, vous pouvez dire que les animaux vont s'adapter à leur environnement, du moins. Alors ça, Bondi, c'est un cosmologiste qui est un des initiateurs de la théorie de l'univers stationnaire, qui est abandonné aujourd'hui en faveur du Big Bang, mais il n'est peut-être pas très connu, mais j'aime bien sa citation parce qu'elle me fait un peu rire. C'est faire offense à notre pensée de suggérer que si nous connaissons un système en détail, donc si vous connaissez toutes les positions, etc., alors nous ne pouvons pas dire dans quelle direction le temps s'écoule, à cause de la fameuse réversibilité, mais si nous avons vu vous brouiller, c'est-à-dire si nous éliminons une partie de l'information, alors nous pouvons le dire. Donc de nouveau, ça fait le rôle... Mais non, il y a une échelle macroscopique, une échelle microscopique, et les deux ont des mouvements, et les mouvements sont parfaitement compatibles les uns avec les autres. Bon. Alors je vais revenir encore avec Prigogine. Il dit dans l'image classique qui est celle de Boltzmann, l'irréversibilité était due à nos approximations, à nos ignorances. Donc l'approximation, c'est probablement celle qui est faite dans l'hypothèse du chaos moléculaire, et notre ignorance, on revient toujours à la même phrase. Et dans cette vision, celle de Boltzmann, l'irréversibilité serait simplement due aux limites de notre patience. Alors, je suppose qu'il pense au théorème des récurrences de Poincaré, mais effectivement, cette expression limite de notre patience est un peu un euphémisme si vous pensez à des temps qui sont plus longs que l'âge de l'univers. D'ailleurs, je préfère beaucoup la réaction de Boltzmann qui aurait répondu à Zermelo, je ne sais pas si c'est authentique, mais il aurait répondu à Zermelo, vous devriez vivre aussi longtemps que cela pour voir les récurrences de Poincaré, quoi. Alors Popper, qui est un philosophe des sciences assez connu, qui est, entre parenthèses, je trouve qu'il est très mauvais sur toutes ces questions de probabilité, de darwinisme, d'irréversibilité, etc. Il dit « Il est clairement absurde de croire que les pièces de monnaie tombent ou que des molécules entrent en collision d'une façon aléatoire, parce que nous ne connaissons pas les conditions initiales, et qu'elles se comporteraient autrement si un démon, je suppose qu'il pense au démon de Laplace, nous donnerait leurs secrets. Il n'est pas seulement impossible, il est absurde d'expliquer les fréquences statistiques objectives par l'ignorance subjective. » Mais nouveau, ça montre nouveau les confusions qu'il y a très souvent dans la littérature. C'est-à-dire que c'est pas...
vous ne l'expliquez pas par l'ignorance subjective, vous dites que l'ignorance n'a pas d'importance à cause d'un raisonnement de type loi des grands nombres. Vous ne faites pas appel à l'ignorance comme une cause, vous comprenez. Et évidemment, les pièces de monnaie vont tomber et les collisions vont avoir lieu exactement de la même façon si vous êtes au courant ou pas. Ce n'est pas une question de savoir si vous êtes au courant ou pas. Alors finalement, Isabelle Stengers dit la réduction de l'entropie thermodynamique à une interprétation dynamique, ce qui n'est jamais le cas. Boltzmann dit explicitement que ce n'est pas le cas. C'est une interprétation dynamique avec des hypothèses probabilistes, peut difficilement être jugée autrement que comme une prétention idéologique. On ne veut pas avec le dos de la cuillère. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors il y a un de mes auteurs préférés en sciences qui est Schrödinger. Et Schrödinger, lui, c'est l'exact opposé. Schrödinger est très emphatique. Alors il dit, on peut dire que sa façon de penser, celle de Boltzmann, a été mon premier amour en sciences. Personne d'autre ne m'a ravi ainsi ou ne le fera jamais. Il dit aussi, et ça c'est encore plus fort, aucune perception en physique ne m'a jamais paru plus importante que celle de Boltzmann, malgré Planck et Einstein. Donc il voit l'élucidation de l'entropie par Boltzmann comme plus fondamentale que la relativité et la mécanique quantique. Mais comme je dis, il n'était pas... La transition spontanée de l'ordre au désordre est la quintessence de la théorie de Boltzmann. Cette théorie fournit réellement une compréhension et ne fait pas disparaître la symétrie des choses par un sens a priori de la direction du temps. Alors encore une phrase de Schrödinger qui est assez, comment dirais-je, radicale. Il dit « Personne qui a un jour compris la théorie de Boltzmann ne pourra avoir à nouveau recours à de tels expédients, donc d'introduire une asymétrie, si vous voulez. Ce serait une régression scientifique comparée à laquelle répudier Copernic en faveur de Ptolémée passerait pour un détail. » Donc je vous dis, c'est autant, je trouve que les uns exagèrent dans un sens. Schrödinger, il avait l'air de... une de mes préférées avec Schrödinger, c'est quand il écrit à Born, donc un des fondateurs de l'école de Copenhague, il lui dit « Je dois te passer un savon parce que tu racontes que l'interprétation de Copenhague est universellement acceptée, même à un public de gens qui sont totalement intermersis parce qu'ils ne sont pas spécialistes, etc. » Alors il dit quelque chose, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais il dit « N'as-tu aucune crainte devant le jugement de l'histoire ? Et penses-tu que l'humanité entière va succomber sous peu à vos folies ?» Alors, les folies étant celles d'interprétation de Copenhague, mais il faut quand même le rassurer sur le fait que l'humanité entière, en gros, s'en fiche de ces questions, et de ces questions aussi. Mais, alors, en fait, il y a des lignes de pensée, si vous voulez. Moi, je ne veux pas me mettre au niveau de ces génies, mais disons, quand vous regardez l'histoire de la physique, vous voyez qu'il y a une opposition entre Boltzmann et Mach, donc un des fondateurs du positivisme, si on veut, et Duhem, et Planck, du côté de Boltzmann, vous avez Planck, vous avez Lorentz jusqu'à un certain point, vous avez Einstein, Schrödinger, puis après, vous avez Bohm, De Broglie jusqu'à un certain point, Bell. Ça, c'est la lignée, si vous voulez, qu'on peut appeler réaliste, j'aime pas beaucoup ce mot. Et de l'autre côté, vous avez les gens de Copenhague. C'est-à-dire, vous avez ceux que j'ai cités, puis alors Born, Heisenberg, Bohr, Pauli, les gens de l'école de Copenhague, et plus tard, Rosenfeld, qui était un peu, je me trompe peut-être, je ne sais pas, peut-être que des gens qui le connaissent mieux me corrigeront, mais qui était, je pense, le mentor de Prigogine. Et je trouve que vous trouvez, chez les gens de l'école de Copenhague, et chez Rosenfeld aussi, vous trouvez souvent les erreurs, enfin ce que moi je considère comme des erreurs à propos de l'interprétation de Boltzmann, qui sont similaires à cette emphase sur la connaissance, ou la connaissance humaine comme cause ou comme effet, etc., que vous trouvez dans l'interprétation de Copenhague. Mais bon, ça, c'est juste pour ajouter encore une polémique à l'autre, mais je ne vais pas continuer là-dessus. Alors, je vais vous donner l'exemple du prisonnier, le problème du prisonnier. Ce n'est pas le dilemme du prisonnier qui est assez connu dans la théorie des jeux. C'est un petit article de Schrödinger où il donne l'exemple d'un prisonnier. Alors, je dois dire, l'exemple est assez cruel et je pense qu'on ne donnerait plus sous cette forme-là de nos jours, mais bon, c'est purement intéressant d'un point de vue d'un raisonnement logique. Et donc, c'est un prisonnier qui est condamné à vie, et son gardien lui dit, voilà, tu as un choix, tu peux jouer à un jeu. Si tu gagnes, tu es libre, si tu perds, tu es mis à mort. Est-ce que tu es prêt à jouer? Est-ce que tu es prêt à jouer si tu as une chance sur 2? Alors, il dit non, de gagner, non. Est-ce que tu es prêt à jouer si tu as 9 chances sur 10 de gagner? Il dit oui. D'accord? Donc, c'est purement une question de logique. Alors, le jeu est le suivant. On lui met dans une urne 81 pièces, qui a un 3 d'un côté, un 4 de l'autre.
9 pièces avec un 2 d'un côté, un 3 de l'autre, une pièce avec 1 d'un côté, un 2 de l'autre. On mélange les pièces, il prend une pièce, il la met sur un, il ne peut pas regarder les deux côtés, ou le gardien prend une pièce, lui montre un côté, il doit deviner l'autre. D'accord? Alors évidemment, le type accepte de jouer parce qu'il dit, bon, c'est évident que si je tombe sur un 4, je sais que ce sera un 3 parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Si je tombe sur un 1, je sais que ce sera un 2 de l'autre côté. Les seuls problèmes ambigus, c'est s'il y a un 2 ou un 3. Mais s'il y a un 2 d'un côté, on peut pronostiquer que ce sera un 3 puisqu'il y a 9 fois plus de possibilités d'un 3 plutôt qu'un 1. Si par contre je vois un 3 d'un côté, je veux dire que c'est un 4 de l'autre côté. D'accord? Paraît logique. Vous êtes convaincu de ça? Les chiffres représentent des quantités d'entropie, les nombres de pièces représentent les nombres d'états microscopiques correspondant à l'évolution de l'entropie à l'autre. Ces nombres sont en réalité gigantesques, mais on les a ramenés à des nombres 81, 9, 1, etc. Mais l'idée, c'est que vous passez d'un état de basse entropie à un état de haute entropie, et vous êtes supposé prédire ce qui va se passer. D'accord? Et vous avez beaucoup plus de possibilités d'aller d'un état de basse entropie vers un état de plus haute entropie que d'un état de basse entropie vers un état de plus basse entropie. Alors le prisonnier est content, il dit si je tire un 4 ou un 1, la réponse est évidente, il tire un 2. Que va-t-il répondre? Enfin, il voit un 2 et donc il doit dire c'est 3 de l'autre côté ou bien rien dire. Alors à ce moment-là, le gardien lui dit attention, si tu as une pièce avec un 1 d'un côté, un 3 de l'autre, donc rappelons-nous ici, donc comme il tire un 2, ce qui est le plus probable, c'est qu'il y a un 3 de l'autre côté. D'accord? Et donc, comme il est d'accord pour risquer sa vie avec une chance sur 10, il est prêt à dire, voilà, c'est un 3, puisque la seule possibilité serait un 1. Mais alors là, le gardien lui dit, mais fais attention, parce que si ta pièce est effectivement une pièce 2-3 comme tu le penses, elle aurait pu tomber sur l'autre côté. Tu aurais pu tomber sur le 3, aussi bien que tu es tombé sur le 2. Et si ça avait été un 3, tu aurais dit, alors, c'est un 4 de l'autre côté. Et tu te serais trompé, puisque c'est un 2. Tu vois le 2, tu dis ça va être un 3. Mais si tu étais tombé de l'autre côté, évidemment, l'autre côté aurait été un 2, mais tu aurais vu un 3. Et le même raisonnement que tu fais t'amènerait à dire, non, c'est un 4 de l'autre côté, puisque là, c'est la majorité avec les 3, c'est des 4 de l'autre côté. Il aurait pu tomber, hein, je vous rappelle les chiffres, alors il se serait trompé. Alors que faire? Alors je vous laisse réfléchir une seconde pendant que je bois de l'eau. Alors, l'histoire telle que le raconte Schrödinger, c'est que à ce moment-là, le prisonnier hésite, refuse de jouer, il n'est pas obligé de jouer, il retourne dans sa cellule. Le gardien ne montre pas le résultat, il rejette la pièce dans l'urne. Comme dit Schrödinger, il ne sait pas si c'est cruel ou gentil. Et évidemment, quand il rentre dans sa cellule, il se rend compte qu'il s'est trompé, parce qu'il faut se préoccuper des dangers futurs, pas des dangers passés. À partir du moment où il avait vu que c'était un 2, il était rationnel de prédire que c'était un 3, et il ne devait pas se poser la question de savoir ce qui serait passé s'il était tombé de l'autre côté, puisqu'il était tombé du côté 2. L'information qu'il avait, c'était un 2. Ce qui est le plus probable, étant donné le 2, c'était le 3. Et vu les choix qu'il avait fait de risquer sa vie à 1 contre 9, enfin 1 contre 10, si on veut. Et donc, l'histoire est assez cruelle, mais je trouve que du point de vue du raisonnement logique, c'est assez intéressant, quoi. Alors maintenant, je vais vous mentionner quelques... Je regarde où on en est, ça va, je crois que ça va. Donc, il y a une autre solution qui est très populaire, et je dois dire à laquelle moi je croyais quand j'étais plus jeune, parce qu'il est très, très, comment dirais-je, populaire parmi les mathématiciens, les physiciens et mathématiciens, et sur lesquels ont travaillé des grands mathématiciens comme Sinai, par exemple, c'est faire appel à l'ergodicité. Alors, que veut dire l'ergodicité? Je ne vais pas le définir techniquement. C'est dire qu'une trajectoire dans l'espace, dans ce grand espace de phase, va passer dans chaque région de l'espace. Donc, c'est beaucoup plus fort que le théorème de récurrence de Poincaré. C'est dire, vous prenez un point ici, il va se balader partout, 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 partout. Ça veut dire que le gaz dans cette pièce, un jour, va se retrouver dans ce coin-là, un autre jour dans ce coin-là, etc. De nouveau sur des temps plus longs que l'âge de l'univers, mais les points vont se balader partout. Et donc, c'est l'ensemble des configurations du gaz qui vont se trouver dans toutes les situations possibles et imaginables. C'était un défi mathématique très compliqué de démontrer cette ergodicité, qui, par exemple, n'est pas vrai, évidemment, dans le modèle de Katz, puisque tout est périodique, mais c'est un problème
de mathématiques très compliqué de le démontrer. Il y a beaucoup de mathématiciens et de mathématiciens importants qui ont passé une partie de leur vie à essayer de démontrer ça. Von Neumann a travaillé là-dessus, Sinai, etc. Et c'est démontré dans certains cas, mais assez restreint. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec les fondements de la mécanique statistique, malheureusement. Beaucoup de gens le croient, mais ça n'a rien à voir. Et les théories du chaos qui sont ici utilisées, à mon avis, n'ont rien à voir. Donc, parce que ça démontre à la fois trop et trop peu. Trop, parce que je ne m'intéresse pas au temps passé dans chaque petite région de l'espace de phase. Moi, je m'en fiche si je veux expliquer... Ce que je veux expliquer, c'est pourquoi les variables macroscopiques ici, le point qui est caractérisé par certaines variables macroscopiques va se balader de façon à ce que les variables macroscopiques prennent des valeurs à l'équilibre. Après, je m'en fiche. Je ne vais pas regarder ce qui se passe sur des temps plus grands que l'âge de l'univers. Moi, je ne veux pas savoir, pour savoir pourquoi, si le gaz est confiné dans une moitié de la pièce, il va se répandre dans la pièce, de démontrer que si j'attends des temps astronomiquement longs, il va aussi se balader dans une autre partie de la pièce, et puis encore une autre, etc., etc. Ça démontre beaucoup trop. Et c'est évidemment difficile à démontrer, mais je n'ai pas besoin de ça. Et c'est trop peu, parce que l'ergodicité, précisément, parce qu'elle vous dit que vous allez passer n'importe où, comme le théorème de Poincaré, elle ne vous dit rien sur le temps qu'il faut pour passer n'importe où, parce que le temps peut être arbitrairement long. Et en elle-même, elle ne dit rien sur les échelles de temps. Or, ce que je veux montrer, c'est que les quantités macroscopiques, et seulement celles-ci, atteignent l'équilibre raisonnablement vite. Et ça, c'est ce qui est montré, par exemple, par l'équation de Boltzmann. Mais évidemment, alors, il faut la comprendre, comme j'ai dit, sur la base de la loi des grands nombres. Alors maintenant, vous pouvez dire, est-ce que ceci... Donc, je dis que l'ergodicité, c'est un truc mathématiquement très intéressant, mais qui a été mêlé au fondement de la mécanique statistique, à mon avis, à tort. Bon. Passons là-dessus. Et maintenant, revenons à la question, est-ce que finalement j'ai expliqué l'irréversibilité de la deuxième loi? Alors, que signifie expliquer? Je vous rappelle ce que j'ai dit hier. Ça, c'est juste la transparence d'hier. Je dis, dans un cadre déterministe, je laisse tomber mon bic, il se retrouve là. Les conditions initiales, je laisse tomber la loi de la gravitation, fait qu'il se retrouve là. Et donc, la situation au temps B est expliquée par les lois et par A au temps initial. Bien sûr, il reste à expliquer l'état A, et si on y réfléchit, ça nous ramène vite aux conditions, enfin vite, peut-être pas très vite, mais logiquement, on va dire, aux conditions initiales de l'univers. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par expliquer dans le cas de, comment dirais-je, du passage du microscopique au macroscopique. Alors, je reprends le diagramme que j'avais fait hier. Vous avez l'évolution microscopique de l'état, par exemple, des configurations, des positions et des vitesses du système, qui va induire une évolution au temps t. Et puis, je prends la fonction macroscopique, qui était par exemple la densité, et je dis, cette fonction-là, je peux la calculer en fonction de x0, je ne vais pas calculer au temps t, et la question de savoir si cette évolution-là est déterministe, etc. Donc, par exemple, dans le cas du modèle de 4, x0, c'est l'ensemble donné de plus et de croix, et ça, c'est le nombre total de plus. L'évolution macroscopique, alors, supposons que nous connaissions l'état macroscopique au temps initial. Donc, je sais, par exemple, qu'il y a tout des plus dans le modèle de 4. Bon, là, j'ai chaque fois recopié le diagramme. Alors, je peux, en fonction de cet état, attribuer une probabilité naturelle aux états microscopiques correspondant à cet état macroscopique. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'états microscopiques qui sont envoyés sur le même état macroscopique. Je peux donner une distribution naturelle et dans ce cas-ci, par exemple, les considérer tous comme équiprobables. Ça, c'est la configuration la plus naturelle. Je donne, comme je suis ignorant de l'état microscopique, je connais l'état macroscopique, je ne connais pas l'état microscopique dont il vient. Je dis tous les états microscopiques, ils ont la même probabilité. D'accord? Toutes les configurations de croix, par exemple, ont toutes la même probabilité quand les signes sont tous plus. Si l'évolution, alors ça c'est là c'est la punchline, si l'évolution de l'état macroscopique induite par l'évolution de l'immense majorité des états microscopiques par rapport à cette distribution initiale est celle attendue au niveau macroscopique, ce qui dans le modèle de Katz veut dire évolution vers un nombre approximativement égal de plus et de moins, alors je dirais que l'évolution macroscopique est expliquée par les conditions initiales et les lois d'évolution combinées aux hypothèses probabilistes. Donc l'idée, c'est que je connais l'état macroscopique, je veux expliquer l'évolution de l'état macroscopique vers, mettons, l'équilibre, je veux expliquer qu'il suit la loi de Boltzmann, par exemple, la loi macroscopique, ce serait cette décroissance exponentielle de la différence entre les plus et les moins. Je dis, si, ne connaissant rien de l'état microscopique, je ne connais pas, par exemple, les distributions de croix, l'immense majorité des distributions initiales va mener
à cette configuration, à cette évolution, alors je dirais que cette évolution est expliquée par les conditions initiales et l'hypothèse probabiliste, c'est-à-dire, enfin, c'est pas une hypothèse probabiliste, le raisonnement probabiliste qui consiste à dire je m'intéresse à ce que l'immense majorité des configurations initiales va produire. D'accord ? Une autre façon de dire cela est que si à partir de la connaissance uniquement de l'état macroscopique, encore une fois, je n'ai pas accès à l'état microscopique, on avait pu prédire l'évolution de cet état par un raisonnement bayésien sur les états microscopiques, par raisonnement bayésien, c'est-à-dire j'introduis une probabilité compatible avec ce que je sais, mais pas plus, c'est-à-dire je sais juste l'état macroscopique, donc je donne la même probabilité à tous les états microscopiques donnant lieu à cet état macroscopique, alors j'ai expliqué cette évolution. Ça, c'est ma suggestion d'explication. Je n'en ai pas de meilleure. Si vous en avez une meilleure, je ne demande pas mieux. Mais vous vous rendez compte que, évidemment, dans un monde idéal, ce serait bien si toutes les configurations initiales correspondant à l'état macroscopique évoluaient de la même façon. Alors, évidemment, ça deviendrait trivial, l'explication. Mais ce n'est jamais toutes. Comme j'ai expliqué, ce n'est jamais vrai. Il y a toujours des configurations exceptionnelles. Mais si les configurations exceptionnelles sont très rares, alors je dirais, voilà, c'est l'explication dans un cadre probabiliste. Si vous voulez, c'est la différence entre une explication dans un cadre déterministe, que j'ai expliqué avec le bit qui tombe, et une explication dans un cadre probabiliste, où je suis obligé de dire, voilà, c'est pour l'immense majorité. Mais quand on dit l'immense majorité, pour les systèmes réalistes, c'est vraiment immense. Hein, c'est pas... c'est des 10 moins... C'est des 1 sur 2 exposant 10 exposant 23 et des choses comme ça. Bon. Mais maintenant, on va arriver au vrai problème. Tout ce que j'ai raconté ici, c'était très facile. Je ne dis pas que c'était facile, j'espère que ce n'était pas trop compliqué mathématiquement, mais c'était très facile. Maintenant, on va arriver au vrai problème. Pourquoi est-ce que ce raisonnement ne s'applique pas au passé? Vous pouvez rentrer chez vous et puis vous dire, mais dans le fond, je suis convaincu parce qu'il raconte, mais pourquoi ça ne s'applique pas au passé? Alors, je vais vous répondre à cette question-là. C'est-à-dire, si je reprends ma petite évolution macroscopique, donc j'ai ça ici, et je dis, cet état-là ou celui-là, qui est intermédiaire, si vous voulez, je dis d'où il vient cet état. Alors, si, évidemment, vous avez ces images, vous dites, bien, il vient de cet état-là. Mais supposons que je vous montre seulement cet état-là, ou celui-là, enfin, prenons celui-ci, et je vous dis, le système a été isolé depuis les siècles des siècles. Il a toujours été isolé. Et je vous demande d'où vient cet état-là. Une possibilité, c'est que cet état-là a une fluctuation qui ait créé cet état-là. Après tout, quand vous regardez le système ici, ce n'est pas totalement homogène. Il y a des régions un peu plus foncées que d'autres. D'accord ? Donc, il y a ce qu'on appelle des fluctuations. Ces fluctuations sont à petite échelle, mais vous pourriez imaginer une fluctuation à grande échelle. C'est un peu ce qui se passe avec l'ergodicité. Vous pouvez imaginer que le système se balade dans toutes les régions possibles de l'espace de phase, et un jour ou l'autre, si vous attendez réellement suffisamment longtemps, il va produire ça. Mais vous dites, mais non, monsieur, je sais très bien que ça vient de là. Mais si je vous demande d'où vient cet état-là, alors il y a un problème. Parce que cet état-là est encore plus improbable que celui-là. Puisque, au cours du temps, ici, on passe à des états de plus en plus probables. On va dans des régions de plus en plus grandes de l'espace de phase. Et donc, si vous dites qu'en réalité, je ne suis pas parti de cet état-là pour avoir une fluctuation là, mais je suis parti de cet état-là pour avoir une fluctuation là, alors c'est encore plus improbable que la fluctuation qui reproduit ça. D'accord ? Donc, si la réversibilité me dit que si je dois dire quel est l'état d'où ceci vient dans le passé, je dois dire que c'est ça. Dans le futur, il va tendre vers ça, mais par réversibilité, dans le passé, il va tendre vers ça aussi. Or, ce n'est pas ce qu'on pense. On pense qu'il vient de là. Mais dire qu'il y a une fluctuation qui a créé cet état-là est beaucoup plus improbable qu'une fluctuation qui a créé cet état-là. Et donc, c'est très important. Là, on arrive dans le véritable problème, c'est que la réversibilité vous mène, la même logique qui vous mène à prédire que le futur de ça, c'est ça, vous mène à dire que le passé de ça, c'est ça. C'est totalement symétrique. Et c'est là où vous rentrez, où la symétrie, cette symétrie dans le temps, réapparaît. Vous croyez que vous en êtes débarrassé, Boltzmann a tout expliqué, etc. Mais il y a un problème qui ressurgit. Le véritable problème, c'est l'origine des états de basse entropie. Alors, si je vous montre cette figure-là, je sais bien que vous allez me dire, mais monsieur, ça n'a pas été isolé pour les siècles des siècles. Il y a un expérimentateur qui a préparé le système dans cet état-là. OK, mais il vient d'où l'expérimentateur? Il est aussi hors d'équilibre. Il est encore plus hors d'équilibre que ce petit bidule. Donc, d'où il vient? Alors, ici, vous avez le soleil et le cycle de la vie. Donc, ça, c'est l'expérimentateur. Il se maintient hors de l'équilibre en mangeant des légumes, des végétaux, des animaux, peu importe. Et ici, les animaux, même s'il est végétarien, même s'il mange de la viande, les animaux
prennent des végétaux. Et comment tout ça, ça fonctionne? Ben, si vous regardez l'équilibre avec l'énergie venant du Soleil, on dit que le Soleil nous envoie de l'énergie, mais on réémet l'énergie. Donc, si vous voulez, on ne peut pas, sinon on réchaufferait beaucoup plus encore que le problème de réchauffement climatique. Donc, on aurait, si on absorbait tout le temps l'énergie, donc on doit la réémettre. Alors, si on fait une analyse que je ne vais pas faire de l'entropie des photons, on voit que ce que le Soleil nous envoie, c'est des photons de haute énergie qui sont envoyés en photons de basse énergie. Et dans l'échange ici, il y a une différence dans l'entropie. L'entropie de ces photons-là est beaucoup plus petite que l'entropie de ces photons-là, donc l'entropie augmente. Au passage, cette source de basse entropie permet d'entretenir la vie, la photosynthèse, etc., etc. Ça, c'est un problème beaucoup plus compliqué que ce que je peux vous expliquer, mais simplement, si on regarde la question de l'augmentation de l'entropie, il n'y a pas de contradiction. Ah oui, il y a un monsieur qui m'avait posé une question sur la négantropie hier. Mais la négantropie, c'est une espèce de mesure de la complexité des systèmes. Mais, bon, je ne vais pas me lancer dans un débat là-dessus, mais si souvent les gens disent, mais est-ce que la vie ne contredit pas le deuxième principe? Non, parce que justement, vous avez ce mécanisme-là. D'accord? Le système n'est pas isolé, et le Soleil lui-même, évidemment, en brûlant son carburant, augmente son entropie et va vers une sorte de mort à long terme. Alors, maintenant, bon, donc ça, c'est le mécanisme. Mais alors, vous êtes obligé de dire, oui, mais d'où vient le Soleil? Ah ben alors, vous avez une petite histoire que je ne vais pas vous raconter sur la formation des systèmes solaires, puis des galaxies, puis vous remontez au Big Bang, etc. Mais au total, vous êtes revenu, vous avez toujours le problème de l'origine des états de basse entropie. La logique vous mène à dire, il y avait au départ un système de très basse entropie qui était le système de l'univers au début de l'univers au Big Bang. Alors Boltzmann, et là il a fait une erreur de raisonnement, enfin je pense, je n'ai pas étudié en détail, c'est Feynman qui discute de ça, mais Boltzmann pensait, comme tout le monde à l'époque, il n'y a pas de théorie du Big Bang, on est au 19e siècle, que l'univers est éternel. Et dans un truc éternel, tous les événements, aussi improbables soient-ils, finissent par se produire. Ça, c'est un peu ce que j'ai dit avec l'ergodicité. Le gaz va un jour se mettre tout dans un coin de la pièce, un autre jour dans un autre coin. Il faut attendre suffisamment longtemps, mais le temps est infini. Alors Boltzmann voyait l'univers existant comme une fluctuation à partir de l'équilibre. Donc il a cette vue, vous avez des fluctuations où l'entropie diminue et puis elle augmente, et nous on est sur une pente où elle augmente, puis elle va rediminuer, augmenter, etc. D'accord ? Donc il y a des périodes où elle diminue et des périodes où elle augmente, simplement par fluctuation. Donc, si vous voulez, c'est comme le gaz dans cette pièce. Bien, un jour, il va se mettre dans une moitié de la pièce, et dans cette moitié de la pièce, il sera dans un état de plus basse entropie. Et l'univers tout entier pourrait être une fluctuation, si on attend suffisamment longtemps. Si le temps est infini, tout se produit, d'accord? Vous avez l'histoire qui est inventée par le mathématicien Borel, qui dit, voilà, vous avez des singes qui tapent à la machine, et s'ils attendent suffisamment longtemps, bien, ils vont recopier la Bible, les œuvres de Shakespeare, enfin, tout de suite de symbole fini va un jour ou l'autre être tapé par les singes si vous attendez suffisamment longtemps. En général, quand j'explique ça aux étudiants, je dis qu'il faut aussi taper les réponses aux questions d'examen. C'est pour ça qu'on limite la longueur de l'examen. Mais donc, vous avez cette idée de la fluctuation. Mais ce que fait remarquer Feynman, c'est que, évidemment, cette fluctuation immense, qui serait l'univers tout entier, n'est pas nécessaire pour rendre compte du fait que nous sommes ici dans cette pièce. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des galaxies lointaines, par exemple? On n'a pas besoin de plus que la Terre et le Soleil, on n'a pas besoin des autres planètes, enfin, on n'a pas besoin de toutes sortes de choses. Et alors, on commence à éliminer et se dire de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour rendre compte des expériences et de ce que je sais. Et alors, on arrive au problème des cerveaux de Boltzmann. Le problème des cerveaux de Boltzmann, donc je dis, il imaginait qu'on partait d'une fluctuation à partir d'un état d'équilibre. Mais les fluctuations les plus fréquentes sont les plus probables, et les fluctuations les plus probables sont celles qui sont minimales. La fluctuation minimale qui rend compte des observations, c'est simplement mon cerveau, ou pour vous, votre cerveau. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'idée du cerveau de Boltzmann, c'est-à-dire, on dit, en fait, ce qui se passe dans l'univers, c'est que l'univers est à l'équilibre, mais au lieu d'avoir cette... Bien sûr, la gigantesque fluctuation qui donne lieu à l'univers tout entier va se produire, mais ce qui va se produire beaucoup plus souvent, c'est qu'il y a comme ça, des arrangements de matière qui donnent lieu à un cerveau. Un cerveau, évidemment, avec les connaissances que j'ai, avec les souvenirs du passé que j'ai, etc. Mais tout ça, c'est une illusion. Simplement, ma configuration du cerveau est telle qu'elle est. Alors, vous pouvez me dire, mais le cerveau, il ne va pas vivre s'il n'est pas irrigué par le sang. Non, non, bien sûr, il ne va pas vivre. C'est juste, oups,
Il y a des cerveaux comme ça qui font hop, 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 hop. Bien sûr, un jour ou l'autre, il y aura l'univers tout entier qui va se créer, mais c'est beaucoup plus rare, et donc il est beaucoup plus rationnel de penser, et ça commence à devenir gênant, que vous êtes un cerveau de Boltzmann, et moi aussi, que de croire qu'il y a cet immense univers qui est né par fluctuation. Qui est né par fluctuation, si vous avez la théorie des fluctuations. Alors, c'est très embêtant. La logique de la science mène à une forme matérialiste de solipsisme. Donc le solipsisme, bon, c'est un peu compliqué, mais en simplifiant, c'est la doctrine de l'évêque et philosophe Georges Berkeley au XVIIe siècle, qui était un évêque et qui imaginait que, si vous voulez, seule la conscience existe. Il y a la conscience, il y a un film dans ma tête, si vous voulez, donc je vous vois, mais vous n'êtes pas là. Je vous vois, j'ai simplement accès à mes perceptions, je n'ai pas accès au fait que vous êtes réellement là, et j'imagine, et vous-même, vous avez vos propres perceptions, et même si moi je pense que vous êtes une illusion, vous pensez que moi je suis une illusion. Alors c'est un truc qui a été souligné par un physicien israélien qui s'appelle Larry Shulman, qui dit l'idée de la flèche du temps thermodynamique provient d'une gigantesque fluctuation, mène à une forme amusante de solipsisme. Bon, moi, je ne la trouve pas très amusante, mais bon. Du point de vue de l'entropie, moi, assis devant mon clavier et tapant ces lignes, est une assez grande fluctuation à partir d'un état d'équilibre. L'arbre que l'on nous souvient avoir vu est aussi une grande fluctuation. Ce serait une plus petite fluctuation du point de vue de l'entropie de ne pas avoir l'arbre. L'arbre n'existe pas, mais de changer légèrement mon cerveau en créant le souvenir de cet arbre. C'est ce que je vous expliquais avec le cerveau. Le cerveau va être créé comme ça, avec les souvenirs, avec vos passés, etc. Par conséquent, en termes de fluctuations probables ou improbables, et c'est ce que l'entropie mesure, il serait bien plus probable que l'arbre n'existe pas. Vous, en lisant ceci, devriez de même douter de l'existence de celui qui écrit. Un peu embêtant, non? Un peu beaucoup, je trouve. Et alors, la seule solution que je connais, mais il n'y a pas de bonne solution, c'est faire ce que, bon, ça vient de Feynman, l'hypothèse du passé. Donc je suppose que le passé existait, qu'il était dans un état de basse entropie. Évidemment, Feynman donne un assez bon argument, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes réaliste avec le présent, vous avez des traces dans le présent du passé. Par exemple, si vous lisez des livres sur Napoléon, c'est l'exemple qu'il donne, ben, vous allez voir dans tous ces livres, pratiquement, enfin tous vont vous dire qu'il a gagné la bataille d'Austerlitz, il a perdu à Waterloo, etc. Et si vous faites des travaux archéologiques, vous allez trouver des ruines d'un certain type près d'autres. Si vous cherchez des dinosaures, vous allez trouver des autres dinosaures près d'autres os, etc. Donc vous avez des traces dans le présent que le passé a bien existé. Donc si vous êtes réaliste avec le présent, vous avez des raisons d'être réaliste avec le passé. Ça, c'est vrai. Mais cette hypothèse, donc vous faites l'hypothèse, effectivement, qu'il y a eu le Big Bang, et toutes les hypothèses habituelles. Mais le problème logique, c'est que cette hypothèse ne se justifie pas par les lois de la physique, ni par les raisonnements probabilistes, parce que les raisonnements probabilistes vous mènent au cerveau de Boltzmann. Donc vous êtes obligé d'ajouter aux lois de la physique et au raisonnement l'hypothèse du passé. D'accord ? En fait, elle contredit ces raisonnements. Donc c'est vraiment un axiome. Si vous voulez parler d'axiome, vous devez rajouter ça comme principe. D'accord ? Alors, je vais terminer par une image qui va vous convaincre que je suis tout à fait fou. Ça, c'est Dieu, qui choisit les conditions initiales de l'univers dans une fraction de taille 10 moins 10 exposant 123 du volume total. Alors, ça vient d'un livre de Roger Penrose, qui s'appelle The Emperor's New Mind. Et, si vous voulez, ça c'est l'espace de phase global de toutes les configurations possibles de l'univers. Et vous partez d'une configuration extraordinairement peu probable, qui est, si vous voulez, celle du Big Bang. Mais comment il arrive à ce chiffre, ça, je n'en sais rien. Mais de toute façon, l'idée, c'est que vous avez une configuration extrêmement peu probable au départ, et vous êtes obligé de faire cette hypothèse. Et je pense qu'il y a des réponses à ce problème, il y a des tas de gens qui ont réfléchi à ce problème, mais je ne pense pas qu'il y a de bonnes réponses, au moins il n'y en a pas une qui fait consensus. D'accord ? Alors, je vais laisser ça sur le site, et j'ai fait une liste de références, donc si vous vous intéressez à ce que moi j'ai écrit là-dessus, vous avez Science of Chaos or Chaos in Science, ça vous le trouvez sur le web, et Bayes, Boltzmann and Bohm, Probabilities in Physics. Ça touche à la fois Bayes, la conception bayésienne des probabilités, Boltzmann et la mécanique quantique. Ça, c'est dans un livre que j'ai coédité avec d'autres. Alors, je vous ai donné Feynman, Heisenberg. Jaynes, c'est très intéressant. Jaynes, c'est un de ceux qui ont le plus écrit sur la conception bayésienne, si vous voulez. Katz, Mark Katz, c'est le modèle. Laplace, ça vous connaissez. Leibovitz, ça fait plusieurs articles. Joël Leibovitz, c'est un peu celui qui était mon menteur quand j'étais postdoc. Il a écrit sur... alors, Peirce, ça c'est le texte que je vous avais cité hier. Penrose, c'est de là que vient l'image que je vous ai donnée. Popper, ça c'est les textes que j'ai cités et où je pense qu'il y a
des erreurs. Ça, c'est l'article de Schrödinger avec le prisonnier, et vous avez même l'article original de Zermelo. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici et prendre vos questions.